Alors, bonjour à tous. Nous allons continuer le chapitre sur la déviance avec le dossier numéro 2, la déviance, résultat de différents processus sociaux. Donc, à travers ce document, on va voir que, dans une première sous-partie, la déviance découle d'un processus d'étiquetage et de stigmatisation. Et une deuxième sous-partie, nous allons étudier ce qu'on appelle les carrières déviantes. Donc, dans un premier temps, nous allons mettre en avant la notion d'entrepreneur de morale. Donc, qu'est-ce qu'un entrepreneur de morale? L'entrepreneur de morale va être un individu ou un groupe d'individus qui va construire la déviance en imposant, en tentant, en tous les cas, d'imposer ses propres normes aux autres. Donc, en faisant ça, ces entrepreneurs de morale vont être ceux qui vont étiqueter, que ce soit une pratique ou des individus, comme étant déviants. Donc là, sur cette image, vous voyez Greta Thunberg, donc, qui peut être considérée comme une entrepreneuse de morale. Elle cherche à imposer sa propre norme. Bon, là, pour le coup, c'était aux autres dirigeants des pays du monde, en fait, hein. Donc là, son objectif à elle, c'était de faire en sorte que ces pays mettent en place des politiques qui puissent être respectueuses de l'environnement et respectueuses, en tous les cas, des politiques qui puissent lutter contre les réchauffements climatiques. Donc pour elle, les pays et l'économie actuelle est considérée comme déviante car elle va à l'encontre de la sauvegarde de l'environnement. Donc c'est bien une entrepreneuse de morale. Elle a tenté d'influencer les principaux États occidentaux dans un premier temps. Donc, ce document traite donc dans un premier temps des entrepreneurs de morale. Donc, la définition, vous l'avez eue et vous l'aurez également à travers les réponses qui sont apportées en dessous. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Vous lirez ça tranquillement, je vous enverrai ça après la vidéo. Donc là, à travers ce document-là, donc l'entrepreneur de morale, c'était bien Bureau of Narcotics, et leur objectif, c'était d'influencer un des États des États-Unis, voire les États-Unis, au sujet donc de la consommation de marijuana. Donc pour eux, c'est le fait de consommer de la marijuana, c'est un acte déviant. Donc ils ont tout fait pour influencer le Congrès des États-Unis afin qu'ils puissent voter une loi interdisant cette consommation. Donc du jour au lendemain, qui va être étiqueté? Ça va être donc les fameux fumeurs de marijuana qui vont être considérés du fait de cette loi comme étant des individus déviants. Donc vous avez en dessous la définition de l'étiquetage, hein. C'est lorsque certains groupes, en instituant des normes, identifient des pratiques comme déviantes. Donc là, on parle bien, pour ces certains groupes, c'est bien les entrepreneurs de morale, hein. Ça sous-entend on parle des entrepreneurs de morale. Donc en instituant des normes, identifient des pratiques comme déviantes, on dit qu'ils étiquettent des actes et des individus comme étant déviants. Alors après, on verra par la suite que un individu peut très bien être étiqueté comme étant déviant, mais ça peut être un étiquetage ou une accusation à tort en tous les cas. D'accord? C'est pas parce que vous êtes étiqueté comme étant déviant que vous l'êtes forcément, évidemment. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, pareil, ici, vous avez des exemples concernant le processus d'étiquetage. Donc l'étiquetage public, moyen de dissuasion. Donc là, deux cas de figure, un aux États-Unis, un en France. L'objectif, c'est d'étiqueter un individu pour le premier cas et des entreprises dans le second cas, des individus et des entreprises considérées comme déviantes. Et le but de les afficher publiquement, là on le voit à travers cette image, à travers donc une pancarte, je suis une voleuse, j'ai volé dans un magasin. Donc là le but ici c'était d'humilier, de faire honte. Dans le deuxième cas, c'est de dénoncer les fameuses entreprises, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était pour les dénoncer, les humilier. Donc les étiqueter comme étant déviants, dans quel but? Dans le but, alors au niveau des entreprises, entacher leur réputation d'une part,
les faire réagir aussi, et puis les afficher aussi vis-à-vis du public, hein. Donc l'objectif, c'est de les faire réagir et qu'ils puissent changer de politique, tout simplement. Et au niveau des individus, ben, là, on est sur une politique où on va humilier, faire honte, dans le but toujours de sensibiliser la population alentour, et puis également faire en sorte que cette personne qui a commis un acte déviant bah, ne recommette plus d'actes déviants, justement. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un effet désincitatif pour les autres et pour aussi la personne qui a commis l'acte déviant. Donc là, c'est deux exemples d'étiquetage et les effets attendus de ces étiquetages. À l'époque, là j'ai noté un autre exemple, à l'époque, à l'école, les élèves qui transgressaient les normes scolaires étaient étiquetés comme étant déviants, et de quelle façon? Eh ben, on leur mettait un bonnet d'âne, on les plaçait dans un coin de la classe, ils portaient leur bonnet d'âne et ça montrait bien au reste de la classe bah, que cet individu-là donc avait commis un acte déviant, et que du coup on mettait son bonnet pour grosso modo le faire honte, et pour que les autres et puis lui-même ne reproduisent plus cet acte déviant. Alors évidemment, c'est interdit aujourd'hui, de nos jours, mais c'était le cas auparavant. Donc ici, à travers ce schéma-là, vous voyez bien que, je le disais tout à l'heure, vous pouvez être perçu comme déviant, mais accusé à tort. Donc certains individus peuvent très bien étiqueter d'autres individus comme étant déviants, mais ça peut être une accusation à tort. Exemple, un groupe d'individus homophobes qui vont voilà, étiqueter comme étant déviants des personnes homosexuelles. Donc là, évidemment, vous êtes un couple homosexuel, vous obéissez à la norme, mais par contre, vous avez été accusé à tort, perçu comme déviant par certains autres individus. C'est de l'étiquetage, sauf que là, vous avez été accusé à tort. Donc là, on rentre par la suite dans ce qu'on appelle la stigmatisation. Donc on le verra par la suite. Étiqueté à tort, vous entrez dans la stigmatisation. Vous stigmatisez ce groupe, la communauté homosexuelle. Ensuite, vous pouvez très bien être conscient de transgresser une norme. Donc vous transgressez une norme, vous êtes pleinement déviant et vous êtes également perçu comme déviant par le reste des individus. Donc vous êtes bien étiqueté déviant. Et là, pour le coup, c'est véridique. Exemple bah, du cambrioleur, hein, il décide de commettre des vols, des cambriolages. Il est pleinement conscient qu'il est en train de commettre un acte déviant. Et vis-à-vis du reste de la population et de la société, il sera de toute manière perçu comme déviant, étiqueté déviant. Vous avez également, alors les personnes lambda comme vous et moi qui obéissent à la norme, bah là, on va être conforme, on sera non perçu comme déviant, tout simplement. D'accord? Là, il n'y a pas d'étiquetage dans ce cas-là. Après, vous avez des cas de figure où la personne, l'individu transgresse une norme, sauf qu'il n'a pas été perçu par d'autres individus comme étant déviant. Alors, ça peut être l'exemple de la personne qui se gare 2 minutes sur une place handicapée. Donc, elle transgresse une norme hein, sociale, juridique, et elle est consciente de transgresser cette norme. Sauf que s'il n'y a personne qui perçoit cette transgression-là, elle ne sera pas étiquetée comme déviante et elle sera pour le coup secrètement déviante, cette personne. Ok, donc dans le reste du cours, là, vous avez des petits résumés, des petites synthèses qui apparaissent. Donc vous lirez tout ça tranquillement lorsque je vous enverrai le fichier. On va maintenant aboutir sur le processus de stigmatisation. Donc vous avez des individus qui vont être étiquetés à tort souvent, et ça amène à ce qu'on appelle la stigmatisation. Donc je vous laisse lire la suite, hein, vous avez déjà travaillé là-dessus. Donc ici, dans ce cas de figure-là, donc là ça montrait bien que selon votre couleur de peau, et notamment en métropole, certains individus étaient beaucoup plus contrôlés que d'autres. Donc là, on est vraiment, sur ce document-là, on introduit vraiment la notion de stigmatisation, hein. Qu'est-ce que la stigmatisation? Le fait qu'un groupe dominant impose une identité péjorative à un autre.
d'accord? On dit qu'il le stigmatise. Cela passe par des accusations de déviance, des ragots dévalorisants, etc. Donc, on avait le cas, je vous avais donné le cas des personnes homosexuelles qui peuvent être stigmatisées. Après, ça peut être plein de choses, hein, les personnes de couleur, en fonction de leur origine, les roux, etc., etc. Donc là, vous avez la définition de la stigmatisation. Les jeunes de banlieue également peuvent connaître le phénomène de stigmatisation, notamment à l'embauche, hein. Vous avez les CV reçus par certains patrons du fait de votre nom de famille ou de votre lieu de résidence, si vous venez de banlieue ou autre. Il y a une fausse idée là, une fausse idée qui peut circuler dans l'esprit des patrons. Ce jeune-là vient de banlieue, donc forcément, il n'a pas connu la même scolarité que quelqu'un qui viendrait d'un beau quartier. Donc il n'a pas les mêmes conséquences, enfin les mêmes compétences, les mêmes savoir-faire. Donc c'est un moins bon candidat forcément. Donc voilà. Et tout ça conduit en fait à la stigmatisation, hein. Toutes ces fausses idées, cet étiquetage, encore une fois, on est sur le lien entre les deux notions, hein. D'accord? Les jeunes de banlieue sont étiquetés et du coup stigmatisés par la suite. Donc lorsqu'un groupe dominant impose une identité péjorative à un autre, on dit qu'il le stigmatise. À l'échelle individuelle, dans les interactions sociales, l'individu stigmatisé peut intérioriser cette identité péjorative. Cela peut même le conduire à commettre des actes déviants ou à être conforté dans sa déviance. Donc, effectivement, le fait d'être étiqueté déviant, le fait d'être stigmatisé, l'individu peut finir par intérioriser cette stigmatisation, peut finir par accepter le fait d'être déviant. Ça peut arriver. Donc, nouvelle notion à travers le grand B, ce qu'on appelle les carrières déviantes. Donc, vous avez certains individus qui peuvent très bien commettre une fois un acte déviant et qui vont finir par le biais d'un processus d'apprentissage. Ils vont finir par répéter cet acte déviant, ils vont l'intérioriser et ils vont finalement considérer cet acte déviant comme étant un acte normal et de fait, ils vont se lancer dans ce qu'on appelle une carrière déviante. Donc là, vous avez un exemple dans le domaine sportif, hein. Vous pouvez très bien voir une équipe de coureurs cyclistes. Alors, ils ont par exemple un médecin sportif qui est un peu véreux et qui commence à doper les coureurs. Alors, ces derniers l'acceptent. Donc, avant chaque course, chaque coureur de l'équipe se dope. Donc, ils finissent par intérioriser ce rituel-là, ce rituel d'avant-course. Et imaginez que le directeur sportif de l'équipe décide d'engager un nouveau coureur. Donc ce nouveau coureur arrive, il découvre la pratique et imaginons que le directeur sportif lui laisse le choix. Donc soit tu intègres l'équipe et tu intègres ce petit rituel de dopage entre guillemets, soit je ne te recrute pas, sauf que je te fais mauvaise publicité auprès des autres équipes sportives et tu retrouveras jamais aucune équipe. Donc là, grosso modo, il lui laisse pas le choix, donc le coureur accepte. Il se met du coup à commettre cet acte déviant, pour tout simplement dans quel but? Dans le but de s'intégrer au reste du groupe, hein. Et puis, au fur et à mesure du temps, cet acte qui était déviant dans un premier temps va pour lui, comme pour les autres, devenir un acte normal. Il va l'intérioriser et finalement, il va entrer dans ce qu'on appelle une carrière déviante. Ok, donc c'était le cas de Lance Armstrong qui a remporté 7 ou 8 fois le Tour de France mais qui, à la fin de sa carrière, on a pu prouver qu'il avait été dopé et il a perdu ses différents titres. Mais en tous les cas, lui a épousé une carrière déviante dans son sport. Donc là, vous avez les différentes étapes de la carrière déviante à travers ce document et cet exemple-là. Première transgression de la norme en tant que pickpocket, répétition de l'acte déviant, apprentissage. Donc on apprend à être un peu plus avoir plus de dextérité, etc., etc.
Donc vous allez être forcément étiqueté. Vous êtes pickpocket, vous êtes étiqueté comme étant déviant. Ça peut renforcer l'individu dans son activité de déviant. Et ça peut permettre à l'individu également, le fait d'être déviant et d'épouser cette carrière déviante, ben, d'intégrer également un groupe déviant qui peut être organisé. Donc c'est l'exemple que j'avais donné ici pour l'équipe sportive. Ça peut être le cas d'un groupe de pickpocket aussi, hein, organisé. Donc vous lirez les réponses, hein. Je passe assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps, pour pas vous saouler. Donc carrière déviante, apprentissage de nouvelles normes. Donc là pareil, vous avez de nouveau un exemple, hein. On illustre le processus de carrière déviante. Là toujours, donc là c'est dans le domaine du sport, et là ça vous montre que certains individus, pour pouvoir être intégrés à un groupe, ben, vont finalement se lancer dans des rituels déviants, entre guillemets. La fameuse troisième mi-temps au rugby, par exemple, où vous allez consommer de l'alcool à gogo, etc., pour pouvoir voilà, vous intégrer dans un groupe, nouer des amitiés, des relations fortes avec vos pairs. Donc finalement, on peut très bien se lancer dans une carrière déviante dans un but dans un but d'intégration, hein, s'intégrer à un groupe social en particulier. Même si une carrière déviante, et là on le voit à la dernière question, peut très bien être stoppée du jour au lendemain. C'est pas un processus qui dure toute la vie. Donc d'ailleurs là je le mets très bien, on ne naît pas déviant, on le devient. Donc entrer dans une carrière déviante suppose des apprentissages, donc on l'a vu, technique, le fait de prendre plaisir dans la déviance, le fait d'intérioriser le fait que ce que j'effectue, ce n'est pas forcément un acte déviant, donc on ne le voit pas forcément comme un acte déviant. Petit à petit, l'individu devient déviant, pardon, s'approprie de nouvelles normes. La troisième mi-temps, boire un coup après le match, etc., etc., de nouvelles normes. Même si cela est difficile, les individus peuvent sortir d'une carrière de déviance. Donc à tout moment, vous pouvez décider de vous-même de sortir de cette carrière déviante. Donc grosso modo, là, on a vu les différents processus pouvant mener un individu euh, à commettre un acte déviant. D'accord? Ça, c'était l'objectif d'apprentissage suivant, comprendre que la déviance peut s'analyser comme le produit de différents processus sociaux, étiquetage, stigmatisation, carrière déviante. Voilà. Donc la fois prochaine, vous travaillerez sur le dossier numéro 3. Donc dossier numéro 3, le voilà, entre déviance et délinquance. La différence entre la déviance et la délinquance difficile à mesurer, et ce sera le dernier dossier avant la fin de ce chapitre. Donc vous aurez une évaluation après ce chapitre-là. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me contacter, réseaux sociaux, mail, peu importe, j'y répondrai. Donc si vous avez encore des interrogations suite à cette vidéo et suite à cette correction, donc voilà, n'hésitez pas. Bon, je pense que c'est relativement simple ce chapitre, donc ça devrait aller. Au niveau de la synthèse, je vous enverrai également certainement un autre fichier où vous aurez voilà, un petit schéma récapitulatif montrant donc le rôle du contrôle social dans la société. Et puis dans un autre deuxième schéma, on peut faire deux schémas montrant les processus qui conduisent à la déviance. Étiquetage, stigmatisation, carrière déviante. Donc ça, j'enverrai ça plus tard. Donc voilà, bon courage, travaillez bien, soyez sérieux.